School TV Le Mag, c'est reparti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'infos. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de cette nouvelle émission s'intéresse aujourd'hui au plan éducatif de la très très belle ville de Brest. Quels sont les axes de la politique menée pour la jeunesse brestoise, avec quels objectifs, quelles actions et surtout quels résultats? On en parle dans un instant avec notre invité. Brest qui se veut une ville durable mais aussi solidaire. La cité bretonne a intégré dans ses politiques éducatives la transition écologique. Ça concerne aussi bien le bâti que la restauration scolaire, vous le verrez, on fera le point sur toutes ces thématiques avec notre invité dans un instant. Et puis, il y aura une loupe au programme et on parle d'un collectif de mamans à Brest. Elles sont très actives et toutes mignonnes. Maman 29. On voit ça dans un instant. Bonjour Émilie Cuchel. Bonjour. Enchanté. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire de Brest, chargée des politiques éducatives, conseillère régionale de Bretagne et également présidente du réseau français des villes éducatrices. Ça fait combien de villes tout ça? Petite interro surprise là. On est à peu près autour de 130 villes, on va dire. D'accord. Mais l'originalité, c'est qu'on a autant Paris, Marseille, Lyon que Brest. Collégiens, Brest et des petites villes de 3000 habitants. Ça fait du monde. Et du coup, tout ce petit monde arrive à se réunir souvent? Comment vous vous entretenez? Bon, la visio fait beaucoup. La visio fait beaucoup, depuis le Covid. Voilà. C'est important. Oui, on se réunit assez régulièrement sur toutes les questions éducatives. Ouais. En fait, on est un réseau qui estime que les villes sont des partenaires éducatifs autour de l'éducation nationale et des autres acteurs de l'éducation. Et on est là pour dire que c'est notre première politique publique, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, concernant la politique éducative dans cette très belle ville de Brest, quelle est la singularité de la ville? Alors, on est une ville... Pour ceux qui ne connaissent pas Brest, j'ai la chance de connaître, mais... On est une ville au bout du monde, mais c'est là où tout commence, comme on dit. On est une ville portuaire, maritime, avec toute la marine marchande, avec un gros port commercial, mais aussi de plaisance. Et on est une ville militaire. Une ville militaire, donc effectivement, c'est une ville avec une originalité très populaire, très ouvrière. C'est ce que j'aime beaucoup dans notre ville. Ville de sport aussi, on en parlera. De sport, voilà. Comme on est un peu au bout et au début du monde, on est obligé de vraiment travailler différemment et de travailler ensemble. Parce qu'on se sent un peu oublié parfois, un peu loin des décideurs. Il faut se battre pour passer à Brest, pour venir à Brest. Il faut leur rappeler qu'on est là, que tout commence à Brest. Voilà, qu'on existe, etc. Grandir à Brest, effectivement, c'est le nom de votre plan éducatif. Quels sont les axes principaux de ce plan? Alors, en termes d'axes, c'est pareil. C'est pas forcément les axes qui vont être originales, c'est la méthode de travail. C'est là-dessus, moi, j'insiste dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment notre méthode de travail qui est assez bretonne et brestoise pour le coup. C'est depuis plus de 20 ans, en fait, on a créé un projet éducatif local qui fait que toutes les institutions autour de l'éducation se mettent autour de la table. Donc, on a autant le conseil départemental, le conseil régional, la ville et la métropole, l'État, l'éducation nationale et la CAF. C'est ça, en fait, depuis plus de 20 ans, on est vraiment autour de la table et on essaye de travailler sur des axes qu'on trouve, qui changent à chaque fois, mais des axes qu'on trouve prioritaires. Ensemble, on se met autour de la table pour vraiment travailler ces axes. Comment ça passe justement les concertations à Brest avec les différents acteurs? Alors, on ne le fait pas tout le temps, mais... Tout le monde tire dans le même sens? Alors là, on vient de le réécrire. C'est là que maintenant on l'appelle « Grandir à Brest ». On vient de le réécrire et le but du jeu, ça a été vraiment de se coordonner ensemble sur déjà, là, on n'était pas d'accord. Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'éducation. On n'a pas tous le même rôle. Un éducateur de rue n'est pas un enseignant n'est pas un assistant social. Et déjà se mettre d'accord de qui fait quoi et quelles sont les missions de chacun. Et par exemple, quand on parle de réussite de l'enfant, quand on est enseignant, on n'a pas la même notion que quand on est animateur d'éducation populaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une réussite ou pas? Vous avez réussi à vous accorder sur une vision commune? Voilà. En partant des désaccords, on a trouvé des visions communes, des façons de voir communes. Et quelle est cette vision? On est parti sur beaucoup la ville à hauteur d'enfant. Voilà. La ville à hauteur d'enfant, pas que dans l'aménagement, aussi dans la vision et dans la place des enfants de chacun, pour apprendre aux enfants à être citoyens, pas être citoyens consommateurs, mais citoyens acteurs. Déjà, il faut qu'ils comprennent comment une ville fonctionne, quel est leur environnement. Donc, on est parti sur grandir en s'épanouissant, grandir en comprenant, grandir... Et voilà, on a décliné un peu tous ces axes-là, aussi en bonne santé, etc. Et donc, voilà, on a décliné tout ce grandir à Brest et tous les acteurs aujourd'hui éducatifs travaillent. Notamment un développement des rues scolaires?
Est-ce qu'il y a un développement, par exemple, des rues Pas forcément, ça dépend des écoles. Pas forcément, d'accord. Je sais qu'il y a certaines villes qui font ça, certaines villes on en fait aussi, mais on n'est pas créé sur des grosses politiques de roue scolaire, de cours d'école. On est parti après, on décline ça après sur nos quartiers. Et dans nos quartiers, tous les acteurs associatifs, à peu près une fois tous les 2 mois, tous les mois, se retrouvent et créent leur propre enjeu à eux de territoire. Donc si dans une rue, vous avez ce besoin-là, on va le faire. Si vous avez une cour d'école, c'est plus ça qu'on va faire. S'il y a des envies de faire des activités artistiques, c'est plus ça qu'on va faire comme enjeu. Si c'est la petite enfance, parce que dans ce quartier, il n'y a pas de crèche ou quelque chose, on va travailler là-dessus. Donc après, on travaille vraiment au plus près des territoires avec nos 7 mairies de quartier pour que le service public de l'éducation soit au plus proche des habitants, surtout les plus fragiles. D'où est née Maman 29, par exemple, une belle initiative. Quelle bêtise pour la chronique d'Alix, la loupe d'Alix dans un instant. Alix. Oui, et en parcourant votre programme, j'ai cru comprendre que l'inclusivité avait une place importante à Brest. Comment est-ce que ça se traduit en termes de politique éducative ? Alors déjà, on a mis des moyens, c'est-à-dire qu'on a un cadre, un agent qui s'occupe que de ça, sur la ville inclusive et sur l'inclusivité dans tous les secteurs. Donc elle va autant travailler avec les collègues de l'urbanisme, de la voirie, que l'école pour essayer de prendre vraiment l'inclusion d'une façon très générale sur la ville et pas que à l'école. Donc voilà, nous on travaille beaucoup sur l'ensemble de la ville et pas que à l'école. Et à l'école, typiquement, ça se passe. Et à l'école, on est vraiment sur les familles ont un contact du coup avec elle pour créer même les dossiers MDPH, pour le suivi, pour savoir où elle doit aller. Elle connaît un peu tous les acteurs de handicap, ce qui est quand même d'une complexité assez impressionnante. Ouais. Et du coup, elle arrive à plus ou moins diriger. Et aussi, par exemple, quand on a des besoins, avant même que la MDPH, enfin quand on a la notification, elle va par exemple acheter du mobilier. Même si on n'a pas la notification, nous, on va acheter le mobilier, on le met à disposition, après on le récupère, on le met à disposition d'autres enfants. On essaye de simplifier au maximum les familles pour les... Et vous n'avez pas trop de difficultés à trouver des AESH ? Alors, comme partout, si, on en a, effectivement. Après, comme on est une ville... Vous avez plus de facilité peut-être à les attirer, vous ? On a... Trouvant un logement Non, des conditions. On va réussir parce qu'on on est à 4 jours et demi, on a une politique forte, beaucoup de gens travaillent dans nos écoles. On a une politique avec 23 équipements de quartier qui forment des jeunes au BAFA, à tout ce qui est politique éducative. Après, c'est pas... on est aussi en difficulté parce que c'est des postes non reconnus, encore dans le sens formation, salaire, conditions de travail, ça il faut le dire, et c'est effectivement des grandes difficultés pour les AESH, qu'on essaye, nous, de faire des temps complets avec l'éducation nationale en lien, justement parce qu'on est autour de la table ensemble, on essaye vraiment de travailler ensemble, mais c'est quand même d'une complexité comme dans beaucoup de villes. Émilie Cuchel, plus généralement, comment on développe le bien-être à l'école ? Quelle est la méthode bretonne, pour reprendre vos mots, justement, pour optimiser, augmenter ce bien-être dont on parle beaucoup aujourd'hui ? Je pense qu'il faut qu'on prenne l'enfant dans sa globalité. Autant il est élève à des moments, mais il est aussi enfant, il est aussi sportif, il peut être aussi artiste, il peut être rêveur, il peut être joueur. Et dans cette globalité de l'enfant, il faut que l'école soit un temps global. Et même sa ville. Pour ça, je vous dis, un enfant, c'est aussi un citoyen. Et aujourd'hui, on voit les enfants, ils sont dans 3 lieux différents, mais 3 lieux très fermés. L'école, le centre de loisirs, l'activité et la famille. Et aujourd'hui, on doit penser vraiment que l'enfant, il est un peu tout en même temps. Et c'est pas parce qu'il est en échec en maths qu'il peut pas être bon en sport, mais qu'il peut être aussi mauvais en sport, mais très bon en dessin. Et effectivement, il faut qu'on arrive à ce que l'enfant ait la majorité d'environnement pour s'épanouir personnellement dans un groupe, dans une collectivité. Il y a une identité brestoise, comme il y a une identité forte, par exemple, à Marseille. Il y a oui, il me semble. Ah oui. Oui. En fait, Brest, c'est plein de petits quartiers, de petits villages. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas, venant d'ailleurs, en plus de Strasbourg. Donc, quand je l'ai découvert, Brest, c'est plein de petits villages, c'est populaire, ça dit son identité. Et effectivement, il y a eu la guerre qui a démoli tout Brest, on a tout reconstruit. C'est une ville qui se reconstruit sur elle-même, c'est une ville qui est un peu, des fois, très critique, qui est très dure avec ses élus ou les institutions, mais qui est en même temps très solidaire. Et c'est ça qui est intéressant. Et le bien-être dans l'école, et je pense que dans l'école ou dans les quartiers des enfants, c'est cette solidarité qui est assez forte par rapport au fait qu'on travaille vraiment autour de la table. On ose se dire qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est très important pour pouvoir construire
après quelque chose de constructif entre... On ose dire qu'on n'est pas d'accord en Bretagne, oui. Ouais. Il me semblait aussi. Et puisqu'on parle de bien-être, quelle est l'approche de Brest quant à la lutte contre le harcèlement à l'école ? Alors, on fait partie du projet phare et ce qu'on a vraiment insisté, c'est que nos animateurs et nos équipes municipales soient formés comme les enseignants. Là, on est en train de partir aussi sur les crèches, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ce projet phare éducation nationale, où on met l'enfant en dialogue et avec une méthodologie qui est assez intéressante. L'intérêt, c'est que d'habitude, on a tendance de former que les enseignants. Puis les villes vont former que l'animateur. Là, l'intérêt, c'est que tout le monde travaille ensemble avec les mêmes outils pour l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé assez fortement. Et c'est pas que la seule formation, aussi la formation égalité filles-garçons. On a formé nos ADSEM avec les enseignants, ce qui fait une équipe éducative globale et pas juste, ou nos animateurs, pas juste l'éducation nationale. Oui, c'est harmonisé. Et voilà, ça s'harmonise, ce qui fait que l'enfant est pris dans sa globalité et pas juste... le temps scolaire, ça regarde le temps scolaire, le temps de la ville regarde le temps de la ville. Dans ce projet éducatif local, dans ce PEL, quel rôle pour les parents ? Alors, on essaye de le mettre en place. Moi, je reçois tous les deux à 3 fois par an les parents d'élèves des conseils d'école en libre sur une matinée complète où on travaille ensemble sur le projet éducatif. On recueille ce qu'ils ont envie, il y a des échanges, c'est assez riche. Maintenant, la vraie problématique, c'est vraiment la mobilisation des parents. Puis pourquoi les mobiliser ? Quand les mobiliser ? Alors, quand il n'y a pas de souci, en général, on fait une réunion publique, il y a moins de monde que quand il y a un souci. Mais l'intérêt, c'est de le faire dans la continuité. Donc, on a des parents qui commencent vraiment à venir plusieurs fois. Et puis, quand on a une mobilisation, comme Maman 29, où on a eu d'autres associations de parents qui ont monté des associations, c'est comment la ville arrive à être réactive assez rapidement. Pas attendre les 4 mois institutionnels qu'on peut avoir des fois. Vous avez du travail, vous. Et dans notre projet éducatif, du coup, en fait, on n'a pas de dépôt de dossier, par exemple. C'est au fil de l'eau. Vous avez un projet, vous le déposez. On essaye d'être le plus rapide possible, donc ça dure 3 semaines pour l'étudier. Et vous avez une réponse, ce qui permet une mobilisation un peu plus importante, je trouve, des parents et des associations. Après, la ville de Brest est très associative. Presque un habitant sur 5 est en association et bénévole. Donc, là-dessus, on a du répondant en face de nous. L'associatif, la solidarité. Et la loupe aussi, la loupe d'Alix Nguyen, c'est tout de suite. Oui, ma chère Alix, parce que c'est vrai que ça fait 2-3 fois qu'on fait des allusions à Maman 29. Oui, il était temps. Le collectif de mamans qui crée du changement. Oui, le collectif Maman 29 a vu le jour sous l'impulsion de 3 mamans résidant dans le quartier populaire de Bellevue. L'objectif est double, s'offrir un espace de rencontre et de soutien mutuel, tout en luttant contre le désœuvrement des jeunes du quartier. Et c'est précisément leur rôle de mère qui leur confère une forme d'autorité naturelle et qui facilite la communication avec les jeunes. Avec elles, les échanges sont fluides, sans injures ni mauvais traitements. Le collectif travaille main dans la main avec le centre social et propose tout un tas d'activités. On écoute les mamans nous en dire plus. Bonjour, nous sommes les Mamans 29. Le groupe est né en 2023. Dans l'objectif de sortir les familles de l'isolement et occuper nos jeunes en occupant l'espace public autrement. On a donc organisé plusieurs activités dont la première a été un défi verte dont on a récolté 74 kilos de déchets en 1 heure seulement en collaboration avec nos enfants. Et on a fini par un barbecue géant sur les rives de la Bienfeld suivi d'un défilé multiculturel. Nous avons aussi déposé un projet pour la 4e saison du budget participatif de la ville de Brest, intitulé « De la poussette à la canne ». En fait, il s'agit d'aménager un espace public pour avoir des aménagements adaptés pour toutes les générations. Pour faciliter les liens sociaux, on a mis en place le café de Hall dans le quartier de Bahamas, en collaboration avec le centre social de Bellevue. Aujourd'hui, elles sont une quarantaine et le groupe n'arrête pas de s'étoffer. Elle regorge de projets, dont celui de revitaliser une dalle du quartier, une zone marquée notamment par les petits trafics, et d'en faire un lieu de vie, un projet où l'échange intergénérationnel a toute sa place, un projet nommé « De la poussette à la canne ». Elles ont tout votre soutien, Émilie Cuchel, les Mamans 29.
Complètement, avec mes autres collègues élus des politiques de la ville, etc. On les soutient, on les suit, on les rencontre. La maire de quartier, Jacqueline Héré aussi, est sur ce projet-là bien au fait. Et c'est important qu'en fait les parents se mobilisent. C'est là où je parle vraiment d'une société éducative, c'est-à-dire il faut tout un village pour éduquer un enfant. Mais c'est rare. Non, je ne crois pas. Après, il faut que les collectivités, c'est ce que je disais au départ, pensent qu'on est des partenaires. Donc, ce n'est pas juste l'école d'un côté, la collectivité de l'autre, les associations et les parents de l'autre. Si la collectivité se considère partenaire de l'éducation et s'implique dans l'éducatif, on peut laisser une place aux citoyens. Mais c'est une volonté politique. Ce collectif, il est dur à créer. Cette équipe, avec tous ces acteurs, tous ces partenaires, c'est pas... dur à créer, à fédérer. Vous parlez institutionnel, pas les... Non, pas les... Alors, j'ai bien senti que c'était un collectif, c'était une équipe. C'est une volonté, effectivement, politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette des moyens. Nous, on a des acteurs dans chaque quartier, sur le terrain. On met du moyen dans ce dispositif pour l'animer. C'est pas juste un dossier qu'on met dans nos bureaux, on a dit qu'on l'a fait. Il faut vraiment créer une gouvernance et il faut créer, effectivement, une gouvernance dans les quartiers, c'est-à-dire qu'on a des chargés de mission qui animent au quotidien ce projet-là. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je parle bien d'une volonté politique forte en disant, oui, les collectivités, on a notre jeu à jouer, puisque les collectivités, c'est nous qui connaissons nos acteurs de territoire. Que ce soit entreprises, d'ailleurs, que ce soit les animateurs, les associations, les institutions. C'est nous qui sommes en direct, en lien avec l'éducation nationale, les inspecteurs ou les directeurs. Toujours en première ligne, de toute façon. Voilà, donc à un moment, on connaît nos territoires, comment l'animer. Je pense que l'enjeu de des collectivités pour les métropoles ou des EPCI, par exemple, pour tout ce qui est ruralité, c'est un enjeu fort de se mettre autour de la table, plutôt que les familles doivent taper la porte. Ah non, c'est pas nous, c'est le département. Non, c'est pas nous, c'est le lycée. Non, mais on nous a dit que c'était eux. Non, c'est entre midi deux, c'est au maire, c'est pas l'éducation. C'est la mairie. À un moment, stop. Un parent, il est là pour déjà en train de gérer son enfant et c'est pas facile et on le voit. On ne naît pas parent, on apprend à être parent. Si en plus, institutionnellement, on doit taper des portes de partout sans savoir lesquelles précisément en fonction de l'heure, des fois, c'est quand même compliqué. Et quand on parle inclusion, c'est un peu ça, vous posez la question avant. Là, c'est plutôt les collectivités, les institutions qui s'organisent pour avoir un guichet unique, on va dire. C'est un peu le mot à la mode. Mais en fait, en tout cas, une politique éducative commune, afin que ça soit plutôt nous qui tapions à la porte des uns des autres et que la famille n'a qu'une vision. Et ce qui permet du coup à organiser Maman 29, elles n'ont pas tapé la bonne porte au départ du projet et c'était nous, en fait, entre l'État, l'éducation nationale, on s'est appelé, on s'est dit comment on finance, comment on y va et qui y va, à quelle hauteur. Et c'est pas à elle d'avoir porté 5 dossiers différents, un à la CAF, un à l'État. Enfin, voilà. On essaye de travailler plutôt dans ce sens-là. Émilie Cuchel, dans votre plan éducatif local, quelle est l'importance de la restauration scolaire et est-ce que le bien-être rime, parce qu'on parlait de bien-être tout à l'heure, rime avec une cantine bio et surtout abordable? Alors, c'est surtout le social qu'on a vraiment envie de mettre en place. Le maire de Brest insiste là-dessus fortement et a raison, puisqu'avec les crises, c'est encore plus complexe. Donc ça fait plus de 20 ans, en fait, notre cantine scolaire est gratuite pour les enfants les plus fragiles. Donc voilà, pas tous les enfants, il y a une tarification sociale et elle est gratuite. Donc ça représente à peu près 20% des enfants sur Brest qui ont la gratuité et une trentaine de pourcents qui mangent pour moins d'1 euro. C'est un vrai choix politique, ça, parce qu'on imagine. C'est un vrai choix politique parce qu'on pense qu'il faut que c'est le premier besoin des enfants, il faut manger et c'est des fois le seul repas de la journée. Voilà. La deuxième axe, c'est l'éducatif. Je veux dire, le temps du midi, ce n'est pas juste un temps où on nourrit l'enfant, c'est bien effectivement comment se nourrir et c'est des enjeux importants aujourd'hui pour l'enfance et pour les familles. Quand on voit que les enfants prennent du poids de plus en plus, sont en obésité, ne savent plus mâcher parce qu'aujourd'hui ils sont dans le hamburger et compagnie, donc tout ce qui est mastication, c'est d'une complexité aussi et il faut leur apprendre. Et donc du coup, nous on est plutôt dans l'éducatif et l'éducatif au goût. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants puissent goûter le maximum de choses. Du coup, on accepte des fois de jeter. Et justement, cette politique depuis 3 ans, c'est un peu une boutade, mais j'aime bien, c'est le repas préféré des enfants brestois, c'est le dalle de lentilles et les brocolis. C'est vrai? Oui, on ne sert pas beaucoup de frites, de pâtes, etc. Mais c'est le dalle de lentilles. Incroyable. C'est drôle, ça veut dire me surprend déjà moins que les brocolis. Pardon? C'est vrai. Ça me surprend moins que les brocolis. Le dalle, c'est vrai? Le dalle, c'est gourmand.
C'est gourmand le dalle. Non, Je sais pas, c'est des lentilles quand tu étais petit, les lentilles. Oui, Alors, c'est le brocoli, dans oui, un d'accord. crème, tu vois. Le brocoli, chou de Bruxelles, c'est vrai que c'était compliqué, mais. Ah ouais, ok. Je sais pas. Et en fait, ça veut dire qu'on peut y arriver. S'il y a une volonté politique de vraiment éduquer les enfants et d'y arriver. Aujourd'hui, par exemple, pour dire des choses qui se sont passées, parce que c'est du concret et ça peut être dur des fois, on a changé de pain. On a fait au lieu du pain blanc que les enfants invitaient, on a fait du pain au levain. On a eu je ne sais combien de courriers parce que les enfants mangeaient moins, parce qu'ils n'aimaient pas le pain, parce que... Aujourd'hui, on recommande du pain, les enfants ont mangé du pain, le pain au levain, c'est très bon pour leur digestion, c'est très bon pour leur santé, mais ils ne sont pas habitués, effectivement, surtout dans les familles. On fait des galettes au levain aussi ou pas? On essaye de faire du sarrasin. Du sarrasin. C'est top. Voilà, et on cuisine du poisson frais, etc. C'est une volonté politique et c'est là aussi où l'on parle d'environnement et d'écologie, c'est-à-dire qu'aux enfants, on leur montre ce qu'ils doivent manger. Ce que c'est un poisson, c'est pas le carré comme peut-être à mon époque d'ailleurs, on faisait plus. On essaye vraiment de mettre le lien entre l'alimentaire et ce qu'il y a dans l'assiette, et aussi notamment avec nos agriculteurs. On a une grosse politique forte d'aller faire dans le local nos agriculteurs. On essaye de faire aussi qu'on ne commande pas, par exemple, un repas à Brest, c'est 1 tonne de patates. Donc c'est quand même assez important. On va plutôt commander 10 tonnes de patates pour les 3 mois. Les agriculteurs les plantent, on les achète. Donc on pense à ça s'inverse. Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va autant protéger nos terres autour de notre ville par cette politique-là et qui va jusque dans l'assiette des enfants. Certains ne le savent pas, mais vous avez le label AEC. Oui. Éducation artistique et culturelle. 100% éducation artistique et culturelle. Est-ce que c'est une fierté tout d'abord et ça se traduit comment au quotidien pour les jeunes brestoises et les jeunes brestois? Alors c'est une fierté, oui forcément. Ce qui est surtout notre fierté, c'est que les enfants ont accès à la culture. C'est surtout ça en fait. J'imagine. Parce qu'il y en a qui courent après et qui n'ont toujours pas de label. Ouais. Donc, Après, c'est exactement, je reviens toujours à notre projet éducatif, Grandir à Brest. Quand aujourd'hui, le Quartz, la Carène, mais l'association de quartier, je pense au Maquis, je pense à Théâtre du Grain ou à des dalles de clown, ils reçoivent des subventions de notre part pour le fonctionnement culturel, mais très vite, on va travailler avec eux. Mais où est la place de l'enfant dans votre vie associative, dans vos spectacles, etc. Comme c'est une mobilisation vraiment de la ville entière, en fait, on y arrive. C'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui culturels, ils ne peuvent pas faire sans les enfants quelque part. Et c'est ça qu'on a réussi, mais ça a duré 20 ans, hein, c'est pas du jour au lendemain. Et par exemple, voilà, on a des aides aux projets d'école, c'est-à-dire qu'on finance des projets dans le temps scolaire, on en finance hors temps scolaire. Les 4 jours et demi, alors aujourd'hui, plus personne n'en parle. Oui, mais ça a été quelque chose. Hein, mais je pense que nous, moi, je tiens beaucoup 4 jours et demi d'abord pour les 5 matinées d'enseignement, mais aussi par ces rencontres-là. On a plus de temps, des fois, pour les enfants, pour pouvoir, dans le périscolaire, faire des mobilisations autour du sport, de l'art, etc. Et puis, il y a aussi en dehors. C'est-à-dire que nous, dans les quartiers, on essaye de faire tout l'été des spectacles. Ça, c'est mon collègue Reza Salami qui coordonne ça avec Fortuné Pellicano. Mais c'est effectivement, on essaye de coordonner où l'enfant ait accès au spectacle dans la rue, chez lui, dans son environnement. Et après, on a aussi tout ce qui est des artistes en fait qui viennent dans les écoles pendant 1 an. Je cherche mon mot, qui viennent en résidence, voilà, pendant plus d'1 an, et que là, les enfants apprennent à la création, apprennent qu'est-ce que c'est de créer, comment on se pose des questions. Et c'est des artistes, mais alors ça va du danseur, mais ça va aussi aux scientifiques. Nous avons au Cénopolis cette chance-là. Et là, les scientifiques viennent dans les classes. Parce que des fois, les scientifiques, ça peut être de l'art. Et comment le rendre lisible dans l'artistique, le patrimoine, par exemple, aussi, c'est très important. Comment les enfants comprennent leur environnement, c'est aussi par la science. C'est le plus grand scientifique, Léonard de Vinci, était un grand artiste. Donc, et en fait, on a effectivement des artistes qui viennent écouter le pôle Nord, par exemple. On a eu un gros projet là-dessus, vers de l'écoute. Donc, c'est mélange scientifique-artiste, forcément. Et les enfants étaient acteurs de l'écoute du pôle Nord, du silence, de la mer, etc. Et ça, c'est tous ces projets-là, en fait, où l'école, aujourd'hui, à Brest, n'est pas faite qu'avec l'éducation nationale, mais avec un ensemble d'acteurs qu'il faut coordonner, parce que tout le monde veut y aller, mais, et ça, c'est le rôle de la ville. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a eu le 100% EAC. Comment on développe la pratique sportive? Alors, on sait que Brest, c'est une terre de sport, c'est pas un secret, mais est-ce qu'il faut encore plus encourager la pratique sportive? Et dans quelle mesure vous aidez à la licence? Là-dessus, on a un enjeu à jouer, je pense, et que justement avec mon collègue, on y travaille
votre collègue au sport, du coup. Oui, Patrick Appéré. C'est surtout sur les jeunes filles arrivées au collège qui sont, elles, en déclin sportif. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler avec les garçons, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, ça me fait penser un peu aux cours d'école. C'est un des objectifs. Donc, il y a 3 objectifs sur nos nouvelles cours d'école. Et ça, c'en est un. C'est-à-dire qu'on commence à se dire les jeunes filles peuvent prendre une place dans la cour, déjà. Sur le fameux terrain de foot à Brest, on sait. Mais par contre, c'est aussi les jeunes. Comment on fait des espaces publics où on a des éléments sportifs et pas que du jeu, etc. Tous ces espaces-là, on essaie de le coordonner. Mais je pense qu'on a un travail, nous aussi, à Brest, un peu plus fort à faire sur la place de la femme. Après, BBH, avec cette montée de BBH, c'est le club de hand féminin, où on a des gros spectacles, montre aussi que les jeunes filles peuvent être des stars de sport. Et on est en train de vérifier si ça a un effet sur la licence, etc. Là, on est encore en niveau des études pour recréer notre projet sportif. Et puis Patrick en parlera mieux que moi, hein, mais sur en tout cas les écoles, les collèges et le lycée, moi je suis plus aujourd'hui à me poser la question des jeunes filles, comment leur redonner une place autour du sport. Et du coup, vous avez déjà commencé à redessiner les cours d'école avec déjà des résultats. C'est la première action. Résultat, faut on va attendre un petit peu. Attendre un peu. L'évaluation éducative, je trouve qu'on veut toujours la faire au bout d'un an. C'est le plus long pour moi. Oui, mais j'imagine que vous avez quelques remontées de terrain et que vous avez tel ou tel prof qui vous dit bon, à la cour qui est revégétalisée et qui est redessinée avec il n'y a plus de terrain de foot, machin, tout ça, on n'a plus peur de se prendre le ballon dans la tête. Et les filles peuvent effectivement s'amuser avec les petits garçons. On a commencé par la plus petite cour du centre-ville, très bétonnée. On est à Paris, très vision parisienne, de la petite cour. Je ne vois pas de quoi vous parlez. De la petite cour. Et cour oasis, quoi. Voilà. Mais on avait commencé par celle-là. Le but, c'est pareil. C'était moi la méthode qui m'importait, c'était pas le résultat. Et dans la méthode, c'était de mettre tout le monde autour de la table. Donc avant, c'était le directeur d'école qui décidait dans son catalogue de la couleur du jeu, qui était géré par les espaces verts. Aujourd'hui, on met tout le monde autour de la table et tout le monde a son mot à dire. Mais autant les enfants, même maternels, que effectivement les enseignants, les animateurs, les ATSEM et nos concierges qui gèrent la cour, effectivement. On met tout le monde autour de la table et on voit les besoins. Et le premier besoin qui est intéressant, c'est d'écouter les enfants, parce que c'est eux les utilisateurs de cette cour, d'une façon différente que l'animateur qui va faire la pause méridienne de 2 heures, qui amène tellement de conflits, etc. Vous avez effectivement les enseignants, etc. On a posé toutes ces choses-là, et l'enfant, en fait, c'est là où il se sent en danger ou pas en danger. Là, c'était intéressant. Et les envies qu'ils avaient. Et dans ces cours-là que vous avez montré, les enfants voulaient une rivière à Brest. Je sais pas, il pleuvait pas assez, ou ils avaient envie d'une rivière, ce qui était très drôle. Et ce qui a donné une dynamique aux espaces verts, c'est de dire ok, on va la faire, ok, on va mettre des arbres un peu partout, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette méthode-là, c'est-à-dire que les enfants viennent avec des choses un peu techniques à faire, ce qui encourage nos équipes qui des fois peuvent être dans des quotidiens un peu durs. Là, ça les rencourage, dire on va créer cette rivière. Et ils ont réussi avec une noue. On est aussi dans une situation, nous, on gère plus les inondations que le soleil, c'est une réalité. Et donc les inondations, donc on a une eau où l'eau s'infiltre pour éviter que le quartier soit inondé. Donc c'est intéressant aussi pour que les enfants comprennent l'eau, l'éducation, c'est-à-dire comment une ville se gère dans la gestion des eaux pluviales, etc. Donc tout ça, on l'a créé. Et aujourd'hui, cette cour-là, ce qui fait qu'on avait le terrain de foot avant qui prenait une grosse partie. Donc, je suis allée dernièrement avec un collègue à vous, journaliste, et on était dans cette récréation. Les garçons commencent à jouer. Effectivement, ils tirent moins fort, puisqu'ils ont moins de place. Donc, ils sont obligés d'être beaucoup plus techniques. Là, du coup, les filles, elles arrivent à beaucoup plus être des vrais adversaires, parce que c'est pas physique, c'est plutôt technique. Et là, les filles, par contre, elles ont manifesté devant nous, en demandant, maintenant, on aimerait que le lundi, et le lundi, par exemple, un jour sur 2, c'est que pour les filles. C'est réservé pour quoi, les filles? Que les filles. Le jeudi, que pour les garçons. Super. Et le mardi et vendredi, on fait mixte. Mais une organisation qui s'est créée, où les filles, avant, ne prenaient pas cette place-là. Aujourd'hui, le prennent. Puis, on a aussi tout ce qui est... on a mis des rochers, des murs d'escalade, pour la motricité des plus petits, des escalades en long, pas en hauteur. Mais effectivement, cette motricité, en fait, on recrée. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants aujourd'hui, comme ils n'ont pas des cours vides à courir comme des fous, il y a des obstacles. Donc, ils font attention aux obstacles. On a moins de conflits, moins d'accidents. Moins d'accidents.
Et effectivement, par contre, on a des accidents, il y a plus de pantalons à laver, il y a plus il faut qu'on est en train de réfléchir aux chaussons dans les classes, parce qu'effectivement, Brest, en plus, il y a de la boue. Et les enfants adorent jouer dans la boue. Mais moi, je pense que c'est important, surtout les enfants des villes, puissent avoir accès à la nature et à ce genre d'espace où les enfants passent de plus en plus de temps à l'école, dans la collectivité. Donc il faut qu'ils aient des endroits où ils puissent eux-mêmes imaginer et faire des choses Merci infiniment. par eux-mêmes. Merci infiniment d'être venu nous voir. C'est votre première télé, il paraît? Oui. On dirait pas. Hein. J'espère que ça a été. On dirait pas du tout. Merci infiniment. Émilie Kuchel, adjointe au maire de Brest, chargée des politiques éducatives, on l'aura compris, conseillère régionale de Bretagne et présidente du réseau français des villes éducatrices. Un grand merci à vous. On se retrouve très vite, ma chère Alix, pour un nouveau numéro de School TV. Quel entrain. À demain.